Allô! C'est moi! Dans ce froid. Il fait froid, hein? Salut! Vous êtes maintenant juge à la Cour suprême. Il y a 9 juges, 4 femmes, 5 hommes. Comment une fille de la Gaspésie devient à 56 ans juge à la Cour suprême? J'avais 17 ans à l'époque quand j'ai quitté la Gaspésie pour aller étudier à Québec, à l'Université Laval. Et évidemment, on apprend l'existence de la Cour suprême, on admire la Cour suprême, Oui. mais pour des jeunes étudiants en droit ou des jeunes avocats, c'est pas quelque chose à quoi on pense. On pense pas qu'un jour, on va devenir juge à la Cour suprême du Canada parce qu'on regarde ça de tellement, ils sont tellement hauts. C'est inatteignable. C'est ça. C'est impossible d'atteindre ce niveau-là dans l'esprit de quelqu'un. Alors moi, quand je suis devenue avocate, évidemment que j'étais intéressée par les jugements de la Cour suprême. Vous savez, être nommée à la Cour suprême, c'est un peu comme une loterie. Il y a tellement peu d'opportunités. Il y a seulement 9 juges. Les juges sont nommés jusqu'à 75 ans. Les ouvertures de postes, disons, sont assez limitées. Comment s'est fait le processus de sélection pour vous? Je n'avais jamais demandé d'être juge, oublié la Cour suprême, même à aucune autre cour, parce que j'étais très heureuse dans ma vie d'avocate. Ouais. Et le premier ministre m'a indiqué que le processus qu'il avait suivi était des consultations extensives auprès du gouvernement du Québec, du barreau du Québec, du barreau canadien et aussi de certains juges. Donc, pas du jour au lendemain, mais d'une semaine à l'autre, je suis passée du statut d'avocate à juge à la Cour suprême. C'était la première fois, il y avait une première là-dedans, si je me souviens bien. Habituellement, les juges à la Cour suprême sont nommés à partir de la Cour d'appel ou d'une Cour supérieure. C'est ça. J'étais la première femme à être nommée directement de la pratique à la Cour suprême depuis 1875. Est-ce que l'ego explose à ce moment-là ou ça fait quoi? On implose, on explose? Ce serait vous mentir de dire que l'ego n'a rien à voir là-dedans. Évidemment, quand on reçoit une nomination comme ça, c'est évident qu'on est extrêmement fier et on se sent, disons qu'on... Valorisé. On se sent très valorisé. Mais aussi, d'un autre côté, c'est un peu effrayant parce qu'on a l'impression qu'on vient d'avoir une immense responsabilité sur les épaules. Les décisions qu'on rend ont des conséquences, pas seulement des conséquences immédiates sur les partis qui sont devant nous, mais aussi des conséquences sur l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Parce que si on rend une décision dans un dossier, habituellement, ça dit ce qu'est le droit, et le même droit va s'appliquer à l'ensemble des Canadiens. Comment l'avez-vous appris à votre famille, à vos proches? La nomination a été effective le 1er décembre 2014. Moi, je l'ai su le 26 novembre en fin de journée. Mais évidemment, mon conjoint et moi, nous étions sous embargo jusqu'au lendemain matin. Et ce que j'ai fait cette soirée-là, la veille de l'annonce publique, j'ai appelé mon frère et ma sœur, qui habitent aussi la Gaspésie. J'ai demandé à mon frère et ma sœur de se rendre à la maison de nos parents, ensemble, le lendemain matin à 6h30. Sans savoir pourquoi? Ils ont questionné, ils ont dit « Mon Dieu, on est très inquiets. Est-ce que tu as le cancer? » Je les ai rassurés. J'ai dit « C'est pas pour annoncer une mauvaise nouvelle, mais je veux parler à ma famille immédiate, ensemble, demain matin. » Alors, le lendemain matin, ils étaient tous réunis dans la cuisine familiale. Je leur ai annoncé que dans quelques heures, lorsqu'ils ouvriraient la télé ou la radio, ils entendraient que leur fille et leur sœur venaient d'être nommées à la Cour suprême du Canada. Est-ce qu'on est obligé d'être né à Outremont, d'être allé dans les meilleures écoles pour pouvoir devenir un avocat reconnu et un juge à la Cour suprême? Pas du tout. La preuve, je suis née dans un tout petit village de la Gaspésie. L'école primaire était dans le village. J'allais ensuite au couvent chez les Oblates. Puis après ça, j'ai eu la chance d'étudier à l'Université Laval, qui est une excellente université. Mais je ne suis pas allée dans les grandes universités américaines ou en Angleterre. Mais j'ai eu la chance, même si je venais d'un milieu modeste, d'avoir d'excellents professeurs. Mais je suis née avec le goût de l'étude, le goût d'aller à l'école. Donc, je me souviens, mon frère et moi, on avait 15 mois de différence, c'est les plus vieux que moi. Il détestait l'école. J'adorais l'école. Alors, quand on faisait des mauvais coups, les deux ensemble, ma mère nous disait « Guy, si tu continues, tu vas aller à l'école toute ta vie. Et toi, Suzanne, tu vas arrêter l'école. » Et là, moi, je pleurais. Je dis « Non, je ne vais pas arrêter l'école. » Et mon frère disait « Je veux sa punition. » Alors, donc, pas nécessaire d'être né à Outremont, pas nécessaire d'être allé dans une grande université, même si je reconnais que ceux qui ont eu le privilège ou qui ont le privilège d'aller dans une grande université, je dis chapeau, profitez-en et utilisez au maximum ce privilège que vous avez. Pourquoi vous pensez que vous avez été choisie, vous? Peut-être le fait que je suis une femme à jouer,
parce que, évidemment, il y avait eu les quelques nominations qui m'ont précédée. C'était des hommes. Donc, est-ce que le premier ministre cherchait une femme? Si on me demandait de spéculer, peut-être que oui. Oui, mais il y en a d'autres. C'est un élément. Hein? Il y a d'autres femmes. Je pense que ma connaissance des procès, ma connaissance des dossiers, pendant ces 34 années, j'ai fait des procès de toutes sortes. Au début de ma pratique en Gaspésie, j'en ai fait en droit criminel. Par la suite, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait des procès en droit public, en droit civil, en droit commercial. J'ai représenté la demande, j'ai représenté la défense, j'ai représenté des clients moins fortunés, j'ai représenté des clients plus fortunés. J'allais où le devoir m'appelait parce que j'ai toujours aimé le droit, j'ai toujours aimé les procès. Alors, quand quelqu'un me téléphonait et me disait « Ah, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre ce problème-là? » Je le faisais. Donc, c'est sûr que j'avais, je crois, la réputation d'une avocate qui était toujours à la cour. D'aucuns diront peut-être que j'avais la réputation d'une avocate agressive, mais je suis prête à régler en disant « J'étais une avocate résiliente qui n'abandonnait pas facilement, pas par entêtement, mais quand je croyais que pour défendre adéquatement mon client, je devais aller plus loin, en tout cas, ne pas lâcher le morceau, je continuais. Donc, je crois que j'avais cette réputation-là. Avez-vous l'impression d'être arrivé dans ce rôle-là de juge à la Cour suprême dans un moment charnière de votre vie et également dans un moment charnière du droit au Canada? Je pense que oui. De plus en plus, vous avez vu les dernières années... les décisions... Prostitution, droit à la fin de vie. Là, il y a l'affaire... Le mariage gay, oui. Le dossier de la prière, évidemment, l'affaire Jordan dont tout le monde parle. Toutes ces questions-là, on dirait aujourd'hui qu'on entend plus souvent parler de la Cour suprême. Oui. Il y a 10 ans, les gens en entendaient moins parler. Maintenant, on a mis en place certaines mesures qui font en sorte que dès qu'une décision est rendue par la Cour, cette décision-là est expliquée. Et puis, elle est communiquée de façon, sur une plus grande échelle, disons. C'est aussi un moment charnière parce que la Cour a rajeuni. La moyenne d'âge des juges à la Cour présentement n'est pas tellement élevée. On est, sur les 9 juges, nous sommes 4 juges actuellement encore dans la cinquantaine, ce qui est assez exceptionnel si on compare les dernières années. Et je pense aussi que la société canadienne est dans... a évolué, puis est en transformation. C'est un grand changement. Il y a un déménagement. Oui. Il faut changer de ville parce que les juges de la Cour suprême, on doit vivre à Ottawa. À Ottawa ou dans un rayon de 40 km de la capitale nationale. Ensuite, pour moi qui venais du privé, quand j'étais dans mon bureau d'avocat, je travaillais toujours avec une équipe de jeunes avocats. Même si on travaillait en équipe, la décision finale revenait à mon client et moi. Mais à la Cour suprême, nous sommes 9. Quand on est une cour de 9 juges et qu'on est la dernière cour au Canada, on ne pourrait pas tous arriver avec une opinion différente pour avoir 9 opinions. Les citoyens sont en droit de s'attendre à... Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi l'état du droit? Vous devez négocier entre vous? Pas nécessairement négocier parce qu'on ne peut jamais négocier notre opinion. On n'a pas toujours la réponse automatiquement. Donc, il y a un processus de réflexion, de discussion qui s'engage pour arriver à rendre la meilleure décision possible. Donc, il y a cet aspect-là avec lequel, moi, j'ai dû m'habituer. Vous avez dû changer de garde-robe aussi. Oui, j'ai changé le garde-robe physique. Et la fameuse toge rouge que vous voyez parfois sur les photos avec ce grand col de fourrure blanc, ça, c'est la tenue traditionnelle de la Cour suprême et on la porte seulement pour les cérémonies officielles. Ça fait bien à tout le monde, ces toges-là. Hein? Et on en hérite à part ça. C'est pas une toge qu'on nous fait sur mesure. Je dois dire que l'ajustement laisse à désirer, Mitsou. Mais quand vous l'avez portée pour la première fois, la toge rouge, à qui avez-vous pensé? J'ai pensé à ceux qui l'avaient portée avant moi. Et j'étais très touchée parce que le premier à l'avoir portée, c'était en 1979. Et c'est un homme qui est devenu célèbre comme juge à la Cour suprême. Son nom, c'est le juge Louis-Philippe Pigeon. Et c'est le premier livre que j'ai acheté lors de mes études en droit. Donc, pour moi, de porter la toge du juge Pigeon, ça signifiait beaucoup. Oui. Et la deuxième personne qui l'avait portée, c'est le juge en chef Antonio Lamer, qui était un ami près et qui est décédé depuis. Donc, quand j'ai porté ma toge rouge, j'ai pensé à eux. Est-ce que c'est un peu monastique comme vie? On doit quand même se distancer des gens, des avocats que l'on a connus qui pourraient faire du lobbying? C'est évident que quand on devient juge, même juge à la Cour d'appel ou juge à la Cour supérieure, on a un devoir de réserve. C'est évident que la vie qu'on avait auparavant avec les avocats et les avocates est différente. Ça ne veut pas dire qu'on ne les fréquente plus.
c'est des contacts qui sont différents. Par exemple, on ne peut pas aller dîner ensemble le soir lorsque les avocats ont plaidé devant nous pendant la journée ou lorsque les avocats ont un dossier en délibéré devant nous. Et, on ne peut pas donner notre opinion. On n'a pas le droit de donner notre opinion. On n'a pas le droit de discuter de nos jugements, même après qu'ils soient rendus. Ah. Alors, quelqu'un peut nous dire « Ah, vous avez rendu une belle décision dans telle affaire ou dans telle affaire. » On dit « Merci beaucoup. » Mais on ne peut pas commencer à expliquer notre décision. Et aussi, j'avais évidemment, moi, une grande clientèle. Beaucoup de clients en droit commercial. Évidemment, il peut m'arriver de rencontrer ces gens-là ou d'aller à un dîner où ils sont, mais je m'assure toujours, avant d'aller à un dîner, d'accepter une invitation, qu'il n'y a personne qui sera autour de la table avec qui ça pourrait poser un problème. Il y a des gens qui pensent qu'un juge de la Cour suprême est chaque soir à la maison à 6 heures, puis il n'y a pas de vie sociale, c'est tout à fait inexact. Chaque juge de la Cour suprême peut décider de sa vie sociale, et pour ma part, je ne m'empêche pas d'aller à certaines soirées ou des œuvres de charité ou des choses comme ça. J'ai décidé de le faire de cette façon-là. Vous n'avez pas eu d'enfant vous-même, mais vous avez vu quand même le traitement que l'on fait aux jeunes avocates qui sont mères de famille évoluer, j'imagine, à travers ces 30 années-là. Oui, beaucoup. D'ailleurs, quand la première grande firme où j'ai passé, en fait, la firme où j'ai passé 23 ans de ma carrière à Montréal, à un moment donné, je suis devenue membre du conseil d'administration de la firme. Et j'étais à Montréal la première femme qui était membre de ce conseil. Et c'était probablement au début des années 2000. Et à ce moment-là, les jeunes avocates et aussi certains jeunes avocats commençaient à exprimer de façon plus soutenue ce qu'ils envisageaient comme qualité de vie, conciliation travail-famille. Il n'y avait pas seulement la question des congés de maternité et de paternité, il y avait aussi tous ces éléments-là. Alors donc, nous, les membres du conseil à ce moment-là, j'étais la seule femme avec 11 hommes au conseil d'administration. Il fallait commencer à composer avec ça. Plusieurs cabinets à ce moment-là n'avaient même pas de politique de congé de maternité. Ils n'empêchaient pas les avocates, évidemment, de prendre un congé de maternité, mais il n'y avait pas de balises établies. Certaines personnes pouvaient se sentir mal à l'aise de prendre un long congé, de peur d'être mal vues. Quel est votre conseil pour un jeune avocat ou une jeune avocate qui voudrait faire sa place? Moi, quand je donne des conférences, justement, aux jeunes barreaux du Canada, je dis toujours, il faut que vous trouviez la façon de vous démarquer. Parce que, justement, ils sont tellement nombreux que s'ils font leur travail seulement de façon, disons, moyenne, ils ne se démarqueront pas et vous devez vous démarquer. Puis pour vous démarquer, vous devez faire sentir à votre client, pour ceux qui sont dans le privé, que c'est la personne la plus importante pour vous. Moi, par exemple, quand j'étais en pratique, combien de vacances j'ai annulées pour mes clients? Combien d'événements j'ai annulés pour mes clients? Par exemple, si j'étais sur le point de partir pour un voyage en Europe et le client m'appelait parce qu'il y avait une urgence, on avait besoin de demander une injonction, eh bien, j'annulais. Et je faisais la comparaison. Et les jeunes de mon équipe disaient, mais nos vacances, on devait partir et tout. J'ai écouté, quand vous êtes malade, là, puis vous allez à la clinique d'urgence, vous n'aimeriez pas vous faire dire, oh, revenez donc dans 3 semaines. Alors, notre client, c'est la même chose. Même s'il n'est pas malade dans son corps, son entreprise est malade ou lui a un problème. Et puis, si on peut poser un geste urgent pour tenter de le régler, et c'est de cette façon-là que... Urgentologue. Oui, urgentologue. C'est ça. Et ça, c'est une façon qu'un jeune avocat ou une jeune avocate peut se démarquer et faire la différence. Parce que le client ne l'oubliera pas. Ça, moi, quand j'étais nommée juge, j'avais des clients, lorsque j'ai été assermentée, qui étaient là et qui ont été mes clients. Il y en a même un parmi eux qui a été mon client depuis 1988. J'ai fait toutes ces affaires dans son entreprise parce que j'étais devenue, et encore là, vous me pardonnez le terme anglais, il disait que j'étais son trusted advisor. Alors, donc, non seulement je lui donnais des conseils juridiques, mais aussi j'avais appris comment son entreprise fonctionnait. Et ça aussi, les clients aiment ça quand les avocats se passent du temps à comprendre l'entreprise de leurs clients. Et c'est une façon dont le jeune avocat peut se démarquer. Mais c'est évident que ça demande énormément de travail et de sacrifices. Quelqu'un qui construit sa carrière comme avocat ou avocate, ça demande beaucoup de sacrifices sur la vie personnelle. Si on veut réussir en pratique privée et s'élever au-dessus de la mêlée. Vous aurez dédié votre vie au droit, non?
Si la tendance se maintient, comme disait M. Doran à Radio-Canada, oui, j'aurais dédié ma vie au droit. En souhaitant qu'il me reste encore au moins 40 ans à vivre. Oui, on vous le souhaite. Oui. Suzanne Côté, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Mitsou.